À tous ceux qui suivent ce journal, bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Conflit au Soudan, le ministère des Affaires étrangères, préoccupé par le sort des ressortissants sénégalais, vient de mettre en place une cellule de crise avec la complicité des autorités diplomatiques établies sur place. Nos compatriotes sont invités à rester chez eux et à suivre les consignes qui seront formulées en fonction de l'évolution de la situation. Cambérène craint le pire si rien n'est fait pour protéger le pont menacé par l'avancée de la mer. L'infrastructure inaugurée il y a moins d'un an s'est affaissée. Les riverains de Kergoumak revendiquent la construction d'une digue de protection dans les meilleurs délais. Salémata, un département de la région de Kédougou qui fonde beaucoup d'espoir sur le prochain Conseil des ministres délocalisé prévu le 8 mai prochain dans la région. Sur place, quasiment aucune infrastructure sanitaire de nature a autorisé une prise en charge correcte des malades. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annoncer donc tout de suite en titre. Au Soudan, 420 morts déjà enregistrés en l'espace d'une semaine à l'issue du conflit armé qui oppose deux généraux. Le ministère des Affaires étrangères, préoccupé par le sort des ressortissants établis sur place, vient de mettre en place une cellule de crise pour maintenir le contact avec nos compatriotes. Un geste qui va certainement rassurer ces derniers qui, depuis l'éclatement de ce conflit, sollicitent l'appui de l'État. Le point, c'est avec Mambiram Diouf. Au Soudan, c'est la confusion totale. Les évacuations des ressortissants étrangers se multiplient. Des pays comme la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie ou encore l'Allemagne sont dans les opérations. Le conflit qui a éclaté le 15 avril entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant du Soudan, et son adjoint devenu son rival, le général Mohamed Hamdoun Daglo, qui commande les très redoutés paramilitaires des forces de soutien rapide, a fait plus de 420 morts et 3700 blessés, selon l'Organisation mondiale de la santé, principalement à l'ouest, à Khartoum et au Darfour. C'est dans ces situations catastrophiques que des Sénégalais établis au Soudan lancent un SOS. Depuis plusieurs jours, ils affirment n'avoir reçu l'assistance des autorités sénégalaises au moment où des pays de la sous-région commencent à évacuer leurs ressortissants. Du coup, ces Sénégalais ont décidé de sortir de Khartoum sans escorte à leurs risques et périls, n'ayant pas d'autres options, soutiennent-ils, puisque la trêve termine ce soir. Pourtant, dans un communiqué, le ministère sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur dit suivre avec attention la situation. Ainsi, l'ambassade du Sénégal au Caire, qui couvre le Soudan, en relation avec le consul honoraire du Sénégal dans ce pays, a mis sur pied une cellule de crise pour assurer au mieux la protection des Sénégalais. Après recensement, ils sont donc invités à rester chez eux et en contact avec l'ambassade qui leur indiquera la conduite à tenir en fonction de l'évolution de la situation. L'affaissement du bas-côté du pont de Cambérène inquiète les habitants. En effet, depuis quelques jours, la mer avance de plus en plus vers le pont et commence à le dégrader. Ce pont a été mis en circulation, je rappelle, il y a juste un an, mais problème, il n'y a pas de construction de digue de protection ou encore d'enrochement. Sur place, les habitants qui craignent le pire appellent les autorités à réagir au plus vite. Abdoulaye Diop. Plage de Cambérène. La mer avance et fonce sur le bas-côté du pont ouvert à la circulation il y a juste un an, le 3 mars 2022. Les vagues éliminent les pavages et rongent les fers sous le regard inconscient des enfants qui jouent à côté. Un danger qui guette ces derniers et les passagers, selon le chef du quartier. J'ai vu les enfants jouer là-bas et c'est dangereux parce que ça peut s'affaisser sur eux. L'eau est entrée à l'intérieur, donc on appelle les autorités à réparer et éviter un incident. Abdoulaye habite juste à côté. Il vient souvent contempler la mer. Pour lui, le projet devait mettre sur place une digue de protection pour minimiser le danger. Il n'y a pas de continent ou bien d'île pour briser donc la puissance des alizés maritimes. Et si rien n'est fait, s'il n'y a pas également des grilles de protection, donc ou bien une sorte de digue, donc les vagues vont frapper directement
sur les barrières du pont. Et à la longue, cela va creuser et il y aura un mouvement de masse qui va simplement faire effondrer l'œuvre qui a coûté excessivement cher. Le chef du quartier pense que le projet devait prendre en compte une étude historique et climatique de cette plage. La raison de cet affaissement, c'est que ce sont les vagues qui entrent sous le pont. Ça arrive souvent lorsque la mer éjecte l'eau de la pluie. On a l'habitude de voir ça, mais avec le pont, c'est du nouveau. Selon un responsable du comité de suivi, sous le couvert de l'anonymat, le chef du projet n'a pas respecté les termes du contrat car il devait y avoir des enrochements, des voiles et un mur de protection. Mais jusque-là, aucune signalisation n'a été repérée dans la zone. À Salémata, la tenue du Conseil des ministres délocalisés prévue le 8 mai prochain suscite beaucoup d'espoir auprès des populations et pour cause. Salémata est un des rares départements au Sénégal qui ne possède pas d'infrastructure sociale de base. Sur place, les évacuations vers les hôpitaux environnants s'imposent pour la moindre prise en charge des malades. Les autorités sont ainsi invitées à combler ce besoin pressant. Les détails, c'est avec Ibrahima Diabakhate. 13 ans après l'érection du département de Salémata en district sanitaire, la construction des infrastructures tarde toujours à être effective. À Salémata, c'est un poste de santé amélioré qui a été transformé en centre de santé. Parce que les anciens bâtiments qui étaient là, qui abritaient le poste de santé, jusqu'à présent, ce sont les mêmes bâtiments qui sont là. Je dis qu'aujourd'hui, Salémata est le seul département du Sénégal qui n'a pas un centre de santé digne de nom. Et c'est déplorable. L'exiguïté des salles et la vétusté des bâtiments qui menacent ruine font que les conditions de travail posent d'énormes difficultés au personnel de santé. Comme vous voyez, on a tout sauf un centre de santé. Parce qu'évidemment, c'était un poste de santé qui a été réhabilité pour un centre de santé. Non seulement on est très exigu ici, mais les bâtiments sont vétustes. Donc, l'idéal, certaines salles ne devaient pas être fréquentées. Parce que chaque jour, on est dans des risques. On peut nous appeler un jour pour nous dire telle salle s'est affaissée, soit avec un infirmier ou bien un patient hospitalisé. Nous vivons dans cette hantise-là. À cela aussi, il faut ajouter le déficit en personnel, notamment au niveau des spécialistes qui font que les évacuations des malades vers Kédougou sont devenues la règle. Et de Salémata, nous passons à Mbarassane, un village du département de Diourbel qui souffre de son enclavement. Sur place, eh bien, les populations n'ont pas d'eau dans cette bourgade. Le courant, l'électricité, quant à elle, demeure un luxe pour nombre d'entre elles. L'accompagnement de l'État est toujours attendu, un vœu exprimé par Serigne Mohamedoul Mbacké Mahoul lors de la cérémonie officielle du chant annuel du village. Reportage signé Babacar Diouf et Nongo Ndiaye. Comme chaque année, depuis déjà 17 ans, le village de Mbarassane abrite un chant annuel, occasion pour Serigne Mohamedoul Mbacké Mahoul Hayat d'offrir des services à la communauté. Contrer l'hypertension artérielle, qui est des pathologies chroniques, qui sont des pathologies chroniques, le diabète, les dermatoses, comme on a toujours l'habitude de le voir dans ces contrées. Donc les malnutritions sévères à modérées, ça se comprend aussi. On dira aussi les infections chez les femmes. Les agents vétérinaires membres du Daïra ont aussi consulté les animaux domestiques, non sans prodiguer des conseils à leurs propriétaires. Ce que nous donnons comme conseil aux éleveurs, c'est de bien préparer les animaux pour les travaux champêtres. Qui dit les travaux champêtres dit aussi les supplémentations en oligo-éléments, en vitamines. Malgré tous les efforts consentis pour la modernisation de cette bourgade, le marabout nourrit toujours des projets. En tout cas, le guide religieux, tout comme les populations, peuvent compter sur l'accompagnement de l'État du Sénégal, rassure Mamadou Houma, préfet de Diourbel. Aux autres infrastructures que Mbarassane demande, c'est sûr que les plus hautes autorités de ce pays vont s'y mettre
et le médecin chef de district qui est là, on l'a dit tout à l'heure, et même pour l'éducation aussi, c'est sûr que l'accompagnement va venir. L'évacuation des malades en détresse constitue un vrai casse-tête pour les insulaires de Kafountine, obligés de faire face à l'absence de logistique. Pour leur venir en aide, des partenaires viennent de leur consacrer une logistique d'évacuation sanitaire pour assurer justement la navette entre les différentes îles de Kafountine et la terre ferme. La cérémonie de réception de ce matériel a été l'occasion pour le maire de demander l'érection du poste de santé de Kafountine en centre de santé. Lamine Ba pour la correspondance. Le défaut de prise en charge sanitaire continue de s'identifier comme le principal casse-tête des insulaires de Casamance en général, mais ceux de Kafountine en particulier. Les femmes en travail et les malades en détresse sont les premières victimes de cette situation. Et nous tous, nous savons que dans les îles, il n'y a pas un personnel qualifié. Au moment où nous parlons, il n'y a même pas de maternité rurale. Mais comme vous savez, des fois, les accouchements, ça tombe la nuit et que pour évacuer la femme, pour quitter vers au niveau du poste, c'est des problèmes. Donc on a eu vraiment des fois des difficultés par rapport à ça parce que des fois on tombe sur éclampsie, donc des fois des accouchements avec dystocie. Donc tout ça c'est des problèmes. En guise de solution transitoire au problème d'évacuation sanitaire des insulaires de Bliss-Caroune, un partenaire dénommé Tasni a mis à leur disposition une pirogue ambulance. Le responsable du projet a annoncé des investissements dans les îles dans le cadre de l'élargissement de la carte sanitaire. Il y aura aussi la construction des maternités dans les îles citées plus haut et les équipements et des cases de santé aussi. Donc aujourd'hui, la première activité, c'est déjà la mise en place d'un service d'évacuation. Le maire présent à la cérémonie de réception de la pirogue ambulance s'est félicité de cet acquis avant de suggérer une solution plus structurelle au défaut de prise en charge sanitaire des insulaires. Nous sommes toujours à un niveau de poste de santé. Vu le poids démographique de la commune, vu les activités économiques qui attraient les gens dans la zone, il se pose en réalité un problème de santé publique. Je plaide pour vraiment que le centre de Kafountine soit ouvert et fonctionnel. Les insulaires, représentés en masse à la cérémonie de réception de la logistique, ont invité les autorités en charge des questions sanitaires à davantage renforcer les actions publiques de santé en direction des îles de Kafountine. Allez, parlons santé à présent avec les journées médicales, pharmaceutiques, odontologiques et vétérinaires prévues du 26 au 29 avril prochain et pour lesquelles un programme scientifique vient d'être élaboré. Thème choisi cette année, les pandémies du 21e siècle. Des simulations sont prévues dans le domaine des innovations technologiques. Nous suivons à ce propos le professeur Mamadou Sarr, membre du comité scientifique. Il s'exprime au micro de Ibou Diouf. La faculté a 100 ans depuis 2018, puisque la faculté a fêté son centenaire en 2018. Elle a été créée en 1918. Au départ, c'était l'école africaine de médecine qui a évolué et qui a été finalement consacrée faculté de médecine, pharmacie et odontostomatologie. Voilà, depuis la création de l'université Cheikh Anta Diop. Que la faculté organise régulièrement ces journées médicales. Qui vont accueillir à peu près 1000 personnes dans ces journées dont la thématique centrale concerne les pandémies au cours du XXIe siècle. Parler, échanger, offrir un cadre d'échange autour de cette thématique centrale qui sont les pandémies. Donc c'est le premier événement qui survient après la pandémie de la Covid-19. Mais autour de cette thématique centrale, nous avons également programmé, planifié d'autres sous-thèmes eu égard à l'actualité médicale, notamment sur le cancer, sur la problématique des accidents de la circulation, mais également sur la simulation dans les sciences en santé en général, mais également sur la maintenance des structures hospitalières et leur équipement. Sa maison située à Ngor, incendiée par des manifestants il y a quelques jours, les partisans du député maire Farbangom demandent que justice soit faite. En conférence de presse cet après-midi, ils ont appelé au calme. Je vous propose d'écouter tout de suite Mamadou Sall. Il est au micro de Mamadou Fall. Cette attaque n'est pas l'œuvre
de la paisible population de Ngor, dont nous magnifions d'ailleurs les relations d'amitié, de fraternité et de bon voisinage qui existent entre elle et l'honorable député Farba Ngom depuis plusieurs années. Toute cette violence gratuite est l'œuvre de groupuscules terroristes manipulés et pénétrés par la théorie de la subversion politique et de l'insurrection pour espérer semer le chaos et ramasser le pouvoir dans la rue, ce qui ne devra jamais au Sénégal. Nous ne doutons pas un seul instant que l'État prendra ses responsabilités pour identifier et punir sévèrement les auteurs de cette pareille ignominie. Toutefois, nous informons l'opinion nationale et internationale que dorénavant, nous, militants et responsables politiques de la région de Matam et les sympathisants, amis et voisins formeront un bouclier pour protéger notre leader politique, notre frère, notre ami, M. Farba Ngom, contre toute menace. Et il s'agissait là plutôt d'Eliman Sall, ressortissant de Matam et partisan du député maire Farba Ngom, dont la maison, je vous l'ai dit tout à l'heure, a été incendiée il y a quelques jours par des manifestants. La SONAGED a mobilisé à Dakar plus de 2500 agents de propreté dans le cadre d'un dispositif de collecte et d'évacuation des déchets. L'objectif, c'est d'assurer la salubrité de la capitale au lendemain de la fête de la Korité. Je vous propose d'écouter tout de suite Ousseinouka, secrétaire général de SONAGED, qui nous en dit plus au micro d'Habib Faye. Nous avions mis un dispositif innovant pour gérer aussi bien le personnel, le matériel, mais également le déploiement de l'ensemble des équipes sur les lieux de rencontre tels que les marchés et les lieux de culte. Nous avons vérifié l'ensemble des dispositifs qui ont été sur place et nous sommes satisfaits à 100%. Nous sommes satisfaits parce que le personnel qui a été déployé au nombre de 2500 personnes, tout le monde était au rendez-vous et ils ont travaillé d'arrache-pied. Les véhicules également qui ont été annoncés, tous les véhicules étaient sur place. Et les sites qui ont été déjà identifiés, tous les sites ont été pris en charge. Les équipes ont travaillé en réalité à feu continu. C'était 98% de zéro déchet sur l'ensemble des lieux de commerce, mais également des lieux de culte. Les véhicules sur Dakar, on avait mobilisé plus de 270 véhicules. Et nous avons envisagé de toucher plus de 211 mosquées, ce qui a été fait. Avec 63 marchés également ont été touchés. Également, on envisage déjà présent les opérations pour préparer la Tabaski 2023 avec la SONAGED. La rénovation de la grande mosquée Keur Issouf de Rufisque, une vieille doléance toujours en attente d'être comblée. Les membres du comité de gestion de ce patrimoine religieux ont tenu à rappeler au chef de l'État sa promesse de reconstruire le lieu saint. Ces derniers se disent toutefois prêts à s'atteler à sa réhabilitation avec les moyens dont ils disposent. Nous écoutons l'imam Bamar Ndiaye au micro de Tcherno Laurent Mendy. Le dernier point, c'est la mosquée. Et là, c'est un point qui importe beaucoup, et qui concerne l'ensemble des populations de Rufisque. Parce que pour un petit rappel, la mosquée a pour âge plus de 100 ans. Donc, elle a été bâtie depuis 1844. Depuis 1844, 170 ans. Et je pense donc que son état actuel n'est pas des meilleurs. Nous en avions parlé au président de la République par le biais du grand Ndjiréou, ici présent, il faut dire la vérité, et il nous avait promis donc de venir, de nous envoyer donc une équipe technique pour voir un peu ce qu'il était possible de faire, soit raser complètement la mosquée ou la reprendre, vous voyez, pour la rendre plus belle, plus attrayante. Nous restons sur notre demande et nous le sollicitons encore aujourd'hui. Et j'ai interpellé tout à l'heure M. le Préfet, lui qui le représente ici, pour lui rappeler très gentiment alors
sa promesse, la promesse qu'il avait faite pour faire de cette mosquée un joyau. Donc, nous n'avons pas encore reçu la mission de la présidence. Nous attendons et je pense que si le président a donné sa promesse, je pense qu'il va le faire. Allez, Saint-Louis à présent pour parler de la reprise des travaux de la grande mosquée de la ville tricentenaire. Vous le savez, ces travaux de la grande mosquée de Saint-Louis ont duré plus de 6 ans. Eh bien, les autorités sur place veulent accélérer le processus. Le maire de la ville, Mansour Faye, annonce pour très bientôt la reprise des travaux. Je propose de l'écouter au micro de Seynou Diop. La question de la grande mosquée, des travaux de la grande mosquée, je pense savoir qu'on est dans la phase de finition. Il est vrai que cela a pris énormément de temps, mais des points de convergence ont été trouvés entre le bureau des infrastructures du Palais de la République et l'entreprise en charge des travaux. Et certainement, d'ici quelques semaines, voire peut-être moins de quelques mois, les travaux seront livrés et donc la mosquée inaugurée. C'est un travail important qui avait été réalisé et financé par Monsieur le Président de la République à travers donc le programme des villes religieuses. Au départ, c'était environ 700 millions, mais aujourd'hui, je pense qu'on est pas du tout loin du milliard de francs CFA investis donc dans ce bâtiment majestueux. L'actualité sportive à présent avec la Confédération africaine de surf qui a un tout nouveau patron. Il s'agit d'Oumar Seye, professionnel et passionné de la discipline qui a été élu ce 23 avril lors de l'Assemblée générale de la Confédération africaine de surf. Toutes nos félicitations à notre compatriote. Et puis, la famille du basketball sénégalais s'est réunie pour poser un diagnostic sans complaisance du secteur. Au cours de cette rencontre, les présidents de clubs de Ligue 1 ont plaidé en faveur d'un arbitrage plus juste, la programmation des matchs et la reprise des compétitions, notamment chez les plus jeunes. Le président de la Fédération sénégalaise de basketball appelle à la mobilisation des acteurs pour le triomphe de la balle orange. Je vous propose d'écouter tout de suite Maître Babacar Ndiaye au micro de Pape Faraning. L'évaluation a été faite à mi-parcours, beaucoup de problèmes ont été posés. C'est d'abord le problème de l'arbitrage, de la programmation des matchs, du transport de certaines équipes, surtout qui viennent de Ziguinchor, qui se déplacent plusieurs fois. Voilà, donc les clubs ont fait un diagnostic objectif et très intéressant, il faut le reconnaître, de notre championnat. Et j'ai pris bonne note de toutes ces suggestions et observations. Et Inch'Allah, la fédération en tiendra compte à l'avenir. Aujourd'hui également, les clubs se sont satisfaits du déroulement du championnat, également du respect du calendrier qui va nous permettre de terminer à temps afin de pouvoir préparer l'afro-basket féminin. Au niveau de la première division, nous avons 16 ou 17 candidatures de clubs qui veulent être membres du comité directeur. Et sur les 16 ou 17 candidatures, il y a 12 qui sont des membres du comité directeur sortants. On a prorogé également pour permettre à ceux qui veulent se présenter de se présenter. Après, on ira aux élections et on va se compter. Et c'est ça peut-être la bonne solution. Et maintenant, après les élections, on va se retrouver en famille pour travailler pour le développement du basket. Également pour montrer que le basket appartient au club. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales, notamment notre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média et bon début de semaine à toutes et à tous.